Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous des 24 heures au cœur. C'est sur LMTV, c'est tous les soirs, c'est pendant la grande semaine des 24 heures. On passe ensemble 1h30 au cours de laquelle on essaye de voir ce qui se passe autour des 24 heures. On parle un peu sport quand c'est possible, aujourd'hui moins que les autres jours évidemment. Et puis on parle beaucoup passion, bien évidemment. Alors aujourd'hui, il y aura un thème particulier, c'est la BD, et pas n'importe quelle BD, puisqu'il s'agit de la BD spéciale enfant, celle que vous gagnez d'ailleurs en ce moment sur LMTV tous les soirs, avec ses auteurs. Messieurs, bonjour. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Oui. L'un que vous connaissez bien, puisque vous le voyez en ce moment tous les jours sur LMTV, Bruno Palmé. Salut Pascal, ouais, avec plaisir. On décode un petit peu tout ce qui se passe sur le circuit et en dehors, l'actualité. Le spécialiste des 24 heures, probablement l'un de ceux qui connaît le mieux, je parle des journalistes en Sarthe, les 24 heures. Denis Esquerra. On voit de temps en temps quand même devant les caméras de LMTV. Oui, absolument. Et pour cause, particulièrement prolixe, quelqu'un qui écrit, qui écrit sur les rillettes et sur les 24 heures. Absolument, entre autres. Au petit accent que vous avez, on imagine que vous n'êtes pas sartois. Je ne suis pas sartois, effectivement. Et pourtant, vous êtes le grand spécialiste... des rillettes, oui. Entre autres, enfin, des spécialités sartoises. Oui. Des spécialités mais sartoises. oui, c'est un peu étonnant, oui. Oui, bien sûr. Vous êtes tombé amoureux cette terre m'a adopté, oui. Bien, on peut continuer à papoter comme ça, mais on a peut-être d'autres choses plus utiles à faire pour nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, comme chaque jour, on parlera des pilotes sartois, puisqu'il y a des pilotes sartois, alors pas obligatoirement aux 24 heures, mais en tout cas qui participent éventuellement à des épreuves qui sont autour, d'ailleurs dont l'un a été interviewé par Bruno et qu'on écoutera dans un instant. On ira au Runaudière grâce à Amanda Scott, qui est allée pour vous cet après-midi, tout comme Denis Esquerra d'ailleurs. On ira du côté des Jacobins aux dédicaces. Et oui, il y avait une grosse séance de dédicaces, comme l'année dernière. Il y avait ce midi sur le circuit, à partir de 14h, avec une belle déambulation. Il y avait beaucoup de monde, surtout autour du stand de Valentino Rossi, bien évidemment, la star de la 92e édition. Ouais. Et puis, mais là, au Jacobin, Valentino n'était pas là. Mais je pense qu'il a eu peur, ou son équipe a eu peur aussi que... On m'a dit que sur la parade des pilotes, ça risquait de faire très fort, Valentino Rossi. Oh, c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de motards, de gens qui aiment bien sûr les sports mécaniques, de motards aussi qui vont venir spécifiquement pour voir Valentino Rossi. Bon. C'est une certitude. Dans une troisième partie, on parlera BD. Vous avez rencontré un max d'auteurs de BD il y a 2-3 jours. C'était au moment du pesage, c'est ça ? C'est ça, la librairie Bulle, ouais, tous les auteurs, enfin de Michel Vaillant notamment. Ouais. Et on voit qu'eux aussi sont passionnés. On découvrira le nouveau PC, je sais pas, sécurité, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, qui est installé dans la très jolie porte sud du circuit. Et vous verrez que c'est particulièrement complexe. Et puis, vous serez heureux de retrouver Aurélien Legendre. Eh oui, avec Amanda Scott, ils se sont beaucoup amusés avec une tyrolienne, pour être tout à fait complet. Et ceci dans une des fan zones que va animer Aurélien tout au cours de ces 24 heures. Voilà le programme. Allez, une petite virgule et on y va pour écouter le premier de nos pilotes. Alors ce premier pilote, il est sartois de cœur. Il s'appelle Réchad. Réchad de Gérus. Vous ne le connaissez peut-être pas très bien. Il va se présenter. On va comprendre qui il est grâce aux questions de Bruno Palmé. Ça fait maintenant 6 ans, bientôt 7 ans que j'habite en Sarthe, au Mans, plus particulièrement. Donc c'est un peu ma course à domicile et je suis très content d'être là. Parce que tu es originaire d'où ? De l'île de la Réunion. Tu as toujours vécu donc à l'île de la Réunion ? J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 14 ans. Ensuite, j'ai fait le grand saut de la mer pour venir habiter au Mans et pouvoir intégrer le sport-études de la FFSA Academy. Où là, voilà, ma carrière, on va dire, a vraiment commencé et a pris un grand tournant. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours dédié ma vie au sport auto et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Alors l'académie, donc dans le technoparc des 24 heures, et la voiture, c'était une monoplace, la Formule 4. Aujourd'hui, c'est place au LMP2 avec le team IDEC. C'est ça exactement, donc voilà, j'ai gravi les échelons, maintenant je suis en LMP2 en endurance avec IDEC, ça se passe très bien.
Donc voilà, on a de grandes ambitions pour ces 24 heures du Mans. Après, je pense comme tout le monde, et on a hâte de commencer déjà les roulages dès dimanche. Alors comment ça se passe le championnat déjà avant les 24 heures du Mans? Le championnat de LMS se passe très bien. On est actuellement 3e du championnat, donc c'est vraiment de bon augure. On arrive à être régulier et constant, ce qui est vraiment quelque chose de très important en endurance. Et c'est pour ça qu'on arrive quand même assez confiant ici. Maintenant voilà, les 24 heures, c'est les 24 heures. C'est une course qui est très longue, qui est très particulière, contrairement aux autres qu'on connaît en ELMS où on fait que des courses de 4 heures en soi. Donc on a tous hâte que ça commence et on verra bien où est-ce qu'on termine. Alors, je ne sais pas si par le passé, il y a eu d'autres pilotes réunis à avoir participé aux 24 heures du Mans. Comment ça se passe un petit peu là-bas? Tu es suivi? Ouais, totalement. Maintenant, ça fait un moment depuis que je suis en monoplace que les gens commencent à me supporter un peu, ça fait plaisir. Et puis j'essaye d'y retourner régulièrement pour les vacances, généralement en fin d'année pour les fêtes. Je fuis l'hiver ici et le froid pour aller au chaud là-bas. Et ouais, c'est sûr que c'est une fierté pour moi de représenter aussi la Réunion également, et d'être le premier Réunionnais arrivé à ce niveau-là, c'est quand même une grosse fierté pour moi. Un petit mot aussi sur Saut24, qui est ton partenaire, un partenaire on va dire dans l'aventure automobile. Ouais, totalement. Depuis cette année, depuis le début de saison, je suis suivi par Saut24, donc c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est une bonne chose parce qu'on a des projets communs au-delà du sponsoring qu'ils font. On a des projets communs ensemble pour l'avenir et on va essayer de développer le plus possible le sport automobile et la Sarthe ensemble. Et j'espère que déjà premièrement j'arriverai à représenter les couleurs de Saut24 de la meilleure des façons dimanche à l'arrivée. L'objectif final, c'est un jour d'accéder à la catégorie suprême, celle des hypercars? Ouais, c'est sûr que j'y travaille c'est pour ça que je suis là. Ce serait un honneur de pouvoir représenter un constructeur aux 24 heures du Mans et dans le championnat du monde d'endurance. Maintenant, voilà, il faut faire les choses étape par étape. Je suis encore jeune et voilà, je prends les choses comme ça vient et je fais mon boulot année après année comme il faut et on verra dans quelques années où est-ce que je suis. Dernier mot, un podium, ce serait génial cette année? Ouais, ça serait magnifique, ça serait magnifique. Forcément, on vise la victoire, mais un podium déjà, ça serait magnifique. Voilà, les Sartois peuvent venir de Bordeaux, ils peuvent venir de La Réunion, ou alors comme Bruno Palmé du Mans. Ah oui, carrément. Tout court. Bon, Bruno, vous connaissez bien donc ces jeunes pilotes, là, vous les avez suivis depuis des années. Ouais. C'est long, c'est compliqué pour eux. Ben oui, parce qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est un chemin qui est pavé d'embûches, on va dire, parce que c'est souvent la raison budgétaire qui fait qu'ils ne peuvent pas... Thomas Laurent avec vous il y a un instant, on l'avait reçu ici, je l'avais trouvé exceptionnel, extraordinaire. Ouais. Il avait tout pour réussir, et puis aujourd'hui... Oui, puis il a suffi qu'un de ses ou deux partenaires le lâche pour diverses raisons, non pas pour incompétence, parce que c'est vrai que c'est un bon pilote, on l'a vu évoluer au plus haut niveau, il avait même été testé par Toyota, et puis ça s'est arrêté d'un coup. Vous savez, dans les sports mécaniques, il faut être là le bon jour, à la bonne heure, et rencontrer la bonne personne pour pouvoir ou signer un contrat ou renouveler un contrat. Mais Rechad de Gérus, qu'on vient de voir à l'image, fait partie de cette cohorte de pilotes qui sont passés par la FFSA, la filière qu'on appelait à l'origine en 1993, au même titre qu'une vingtaine ou une trentaine d'autres pilotes, des Tréluyer, des Bourdet, des Cochet, des Dumas, vous voyez, des Kevin Estre qui a réalisé le meilleur temps sur Porsche. Tous ces gens-là ont été formés à l'école au Mans, dans le technoparc des 24 heures. On suivait un cursus aussi scolaire au lycée Le Mans Sud. En toute discrétion, j'allais dire, parce qu'en fait, ils ne font pas parler d'eux pendant qu'ils sont au Mans. C'est assez étonnant. Et pour la petite histoire, quand on en parle, ils en gardent d'ailleurs de bons souvenirs, parce que la plupart étaient hébergés ou chez l'habitant, ou pour certains, au château de Brette-les-Pins. Et il y a des batailles de polchons, ils pourraient vous en parler. Et vous voyez, 20 ans après, on les retrouve au plus haut niveau du sport automobile. Je ne sais pas si Léo Payen a fait eu d'école, donc je ne crois pas. Non, ce n'est pas la même trajectoire. Je crois que Léo, lui, est passé par le karting. C'est ça. Voilà. Mais ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure sont devenus aujourd'hui des pilotes professionnels. Parce que Léo Payen, c'est pas vous qui l'avez rencontré, c'est Amoun Chamsoudine en l'occurrence, à l'issue d'une course de Ligier dont il nous parle. Il en est particulièrement content, ravi de cette participation. Je suis ému, c'est cool, un podium à la maison au Mans, un circuit qui ne me réussissait pas vraiment pour le moment. Je tiens à remercier l'équipe déjà, LADC, parce qu'ils ont fait un travail énorme. Le setup, la voiture était parfaite. Donc les qualifications, alors c'est le jeu du Mans au niveau des stratégies.
On a fait une qualification que j'ai prise plutôt moyenne en partant de la 6e position, un très bon départ, avant de faire une petite erreur, mais qui ne nous a pas coûté trop cher. Et là-dessus, je tiens vraiment à remercier mon coéquipier Steven Palette. C'était pas prévu qu'on roule ensemble, ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais il fait partie de la team LADC. Il m'a rejoint sur ce programme-là et il a fait un méga job pour remonter. Ça, c'est le premier remerciement. Le deuxième, c'est vraiment Asso 24. Je ne serais pas là aujourd'hui sans cette entreprise qui aujourd'hui tourne très bien et qui met des pilotes sartois en avant. Donc un grand merci à la famille, aux sponsors. J'ai fait mes armes en karting avant de monter donc jusqu'aux 24 heures du Mans, où là c'est pareil avec Asso 24, on était monté sur la plus haute marche dans notre catégorie. Il fallait faire le passage en automobile et je l'ai fait directement avec LADC, qui est un team sartois, parce que c'est un peu l'éthique de Asso 24 aussi, de faire à la maison avec des acteurs locaux. Et depuis, ça se passe super bien, championnat de France avec eux, et puis là, European Series et le podium, donc c'est cool. Bien sûr qu'on rêve des 24 heures, mais le rêve, il n'est pas atteignable sans partenaire, sans soutien. C'est un projet, c'est pareil, qu'on veut construire sur plusieurs années. Ça a commencé par Bastien Brière, après ça a été Thomas Dagono, après ça a été Vincent Capillaire, Sébastien qui est toujours parrain de Asso 24, les deux frères Robin qui ont du coup fait le premier équipage 100% sartois. Donc voilà, maintenant cette année on a Réchad qui est l'île de la Réunion, mais voilà, on a un partenariat avec lui parce qu'on l'appelle Sartois de cœur, clairement. Partir de son île à 14 ans tout seul pour faire la FFSA Academy en karting, puis en auto, pour monter les échelons en voiture. Et maintenant, on voit ce qu'il fait avec Hidek. Voilà, un vrai Sartois de cœur et qui a rejoint la famille Asso 24, sans oublier Mathis et Louis, qui sont un peu dans le même programme que moi. On a tous des rêves, on voudrait arriver jusqu'au Graal des 24 heures du Mans. Ils sont tous les deux en Ultimate Cup cette année. Louis, il faut venir le supporter, c'est pour Road to Le Mans. Mathis, cette année, n'a pas de volant sur la semaine des 24 heures du Mans, mais il faut aussi le supporter sur l'Ultimate Cup Series. Donc vous avez compris, quand il parlait de Louis et de Mathis, il s'agissait de Louis Rossi et de Mathis Poulet, bien évidemment. Alors, l'auteur de la fabuleuse histoire des 24 heures du Mans et de mes premières 24 heures du Mans suit un peu l'actualité sportive, les petits jeunes, etc. Les petits jeunes, comme vous dites, j'en ai beaucoup connus au lycée Sud, oui. Ah oui. Ah mais bien entendu, j'ai bien connu Sébastien Bourdet, oui. Très bien. D'accord. Oui. Vous étiez son prof? J'ai bien connu Didier Drogba, j'ai bien connu Nicolas Batum, j'ai bien connu Lélie Arthaud. Alors, quelle est la caractéristique de tous ces gens qui, après, ont fait de jolies carrières? En tant qu'élève? Oui, comment était-il? C'était un type particulièrement réglo, très clean, très honnête, très... Bon, voilà. Ceux qui nous ont posé le plus de problèmes, c'était les foot. D'accord. Et les footeuses aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce qu'ils avaient déjà un peu la grosse tête. Et ils se permettaient d'ailleurs de dire aux enseignants que de toute manière, ils gagnaient beaucoup plus qu'eux, etc. Mais voilà, Lélie Arthaud était une fille remarquable, sérieuse, appliquée, modeste aussi. Bon. Elle est restée remarquable. Oui. C'est toujours... bien sûr. Donc, voilà. Donc, oui, j'en ai connu beaucoup de ces petits jeunes. Bon, c'est intéressant, les discussions de soirée de 24 heures du Mans. Petite pause et on se retrouve après pour voir l'événement du jour où était justement notre invité Denis Escara. Bon, vous l'imaginez bien, les discussions continuent en plateau, mais on n'a pas que ça à faire. Donc il faut aller du côté de rue Audin, ou plus précisément des rues Naudière. C'est Amanda Scott qui les a découvertes cette année. Nous venons d'arriver à rue Audin pour les rues Naudière. Je viens de retrouver le président, Monsieur Perrier. Bonjour, comment ça va? Bonjour, écoutez, ça va. Tout va bien, à part la météo qui n'est pas franchement du jour. Mais ça n'empêche pas les gens de venir. Non, comme vous pouvez le voir, beaucoup de public et puis les plateaux se remplissent. C'est la combienième édition? 8e édition. Alors là, on est une spéciale italienne, non, j'ai l'impression? Tout à fait, 100% Italie, première italienne. Donc pour Ferrari, c'est victoire. Alfa, c'est victoire. La première participation en catégorie reine de Lamborghini. Et puis la première participation aux 24 heures d'Isotta Fracchini. Alors, et combien y a-t-il de véhicules aujourd'hui? Entre 250 et 300 véhicules exposés. Mais tout de même, c'est colossal. Oui, dont un plateau de 70 Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini. Et alors donc, comment se décline la manifestation? Qu'est-ce qu'on va pouvoir... Donc on a évidemment les voitures, ça c'est merveilleux. Et puis... Alors beaucoup d'interviews et de professionnels de la course et des 24 heures qui passent sur le podium.
Tout à l'heure, en début de manifestation, on a eu la chance de faire l'ouverture avec les pilotes de chez Isota. Donc la voiture numéro 11, la voiture qui a fait la plus grande vitesse de pointe lors du roulage dimanche. Tout à l'heure, on attend le staff de l'équipe Lamborghini officielle. Excusez-moi du peu, très cher. Et oui, on a la chance avec les Italiens, voilà. Le comité de jumelage, on est lié avec l'Italie depuis un grand nombre d'années. Combien d'années justement? 10 ans. On fêtait cette année les 10 ans du comité de jumelage et c'est donc pour ça qu'on avait choisi de faire un 100% Italie. Voilà. C'est un joli hommage. Alors, un visage que je connais, un visage ami, Richard, mais qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien écoutez, j'ai rejoint l'équipe des Runaudières suite à mon départ du British Welcome, tout simplement. Et donc en fin de compte, je travaille avec Philippe et puis on apporte nos connaissances et puis nos petits clubs avec nous. Donc cette année, on a accueilli le Drive Car et puis le club Cap 72 où il y a 270 adhérents. Voilà. En tout cas, vous ne perdez pas au change parce que là, on a de la belle voiture, c'est qualitatif, on a de beaux intervenants, c'est formidable. Bon, c'est très bien, voilà, nous c'est pareil, on a rempli nos clubs et nos plateaux d'adhérents et de visiteurs. Super. C'est formidable. Très bien. On va aller voir ce qui se passe un petit peu autour de nous. Merci beaucoup, monsieur Perrier. On se retrouve peut-être tout à l'heure. Sait-on jamais? Peut-être à tout à l'heure. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Comment on s'appelle? Moi je m'appelle Gaudy, mais bon, c'est un surnom comme ça qu'on me donne ici. Et donc le nom en entier c'est quoi alors? Godefroy. Ah, c'est mieux quand même. De Montmirail. Oui, ah oui, de Montmirail, bien vu. Alors donc là on est où? Alors là on est sur les Runaudières et vous avez l'équipe d'extraction qui va vous faire des démonstrations d'extraction de pilotes. Alors l'association c'est Extraction 72, c'est ça? Tout à fait, Extraction 72 qui a été créée en 2003, mais les équipes ont commencé en 1992 à officier sur le circuit du Mans. Donc vous avez été président de cette association, c'est ça? Oui, un certain temps, et puis maintenant à un moment donné il faut passer la main et puis il faut du sang neuf, voilà. Et le 109 est à côté de moi, c'est la vice-présidente. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment s'appelle-nous? Alors moi je m'appelle Charline. Très bien. Et Charline, alors au sein de l'association, il y a combien de personnes? Alors aujourd'hui l'association est composée de 31 bénévoles, ouais, aujourd'hui 31, avec une bonne partie ce week-end de présents. Il y a des excusés parce qu'il y a des malades, mais sinon on est 4 équipes de 6 ce week-end. Et donc les personnes qui font partie de l'association reçoivent une formation spécifique? Oui, c'est une formation qui est dispensée chaque année, validée par une homologation donc par la FFSA et la FIA qui est annuelle. Et donc vous œuvrez après sur le terrain, bien entendu, en tout cas sur le circuit. Alors oui, sur le circuit au Mans, mais aussi ailleurs, sur des courses de côte, sur donc de l'endurance, de la vitesse, de la formule électrique. On part aussi à Marrakech, nous sommes allés à Spa, on voyage un petit peu. Donc vous-même, vous faites partie des équipes en fait? Je fais partie des équipes. Alors aujourd'hui, je ne suis pas en jaune parce que je suis là pour commenter le travail de mes équipiers pour le public qui va nous regarder, pour qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on est en train de faire. Mais en règle générale, je suis habillée en jaune, ouais. Très bien, ok, ça marche. Donc, monsieur l'ex-président, donc là, on va assister à une extraction, c'est ça? Tout à fait. Donc comment ça se passe? Ça se fait très rapidement, j'imagine? Ça se fait rapidement, plus ou moins quand même, parce que l'intérieur est quand même assez exigu. C'est une équipe de 6 qui va travailler. On va en mettre un à l'avant qui s'occupe uniquement de la tête du pilote. Et puis 2 à l'arrière qui s'occupent au niveau arrière du pilote et 2 autres à l'avant. Et un 6e qui s'occupe du matériel pour alimenter les équipiers avec le matériel qu'ils ont besoin pour travailler. Et donc le matériel par exemple c'est quoi? Vous pouvez nous donner des exemples concrets que ça parle aux téléspectateurs et téléspectatrices? On pose un collier cervical. Mais avant tout ça, il faut quand même dégrafer le Hans du casque, retirer le casque, retirer la cagoule, retirer le Hans bien sûr, et également poser un collier cervical avant toute manipulation pour l'extraire. Voilà. Et donc là c'est vraiment, oui, c'est une reproduction. C'est un chocard qui nous a été mis à disposition par Toyota, oui, que l'on a depuis une dizaine d'années. Ça nous permet de nous entraîner, nous également, sur ce type de véhicule. Très bien. Bon, mais on a hâte de voir ça, de comprendre comment ça se passe, voilà, cette extraction. Merci beaucoup. Bonjour, je vous prends au sortir de cette extraction. Vous avez servi de cobaye, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Alexis. Franchement, c'était une expérience incroyable. Moi qui suis les 24 heures depuis très longtemps. Et là, franchement, c'était vraiment bien. Vous avez quel âge? 21 ans. Vous habitez où, vous? À Marolles-les-Braaux, à 40 km du Mans. Et vous êtes venu exprès aujourd'hui pour la manifestation? On est allé au Mans juste avant pour les dédicaces et puis là on est venu là juste à côté et franchement c'est incroyable. Vous avez eu l'impression d'être dans la peau d'un vrai pilote là pour le coup? C'est ça, franchement, ouais, avec le casque et tout, c'est vraiment bien.
Non, enfin, normalement, l'extraction, c'est quand on a un accident, donc c'est pas terrible. Mais là, en l'occurrence, vous, ça a l'air de vous... Oui, non, franchement, c'était bien, c'est une belle expérience. C'est très bien à faire. Bah écoutez, merci beaucoup. Bon, vous le savez, il y a des acteurs majeurs des 24 heures. C'est évidemment les commissaires de piste, sans qui tout ça ne pourrait pas avoir lieu, évidemment. Bonjour, comment on s'appelle? Bonjour, Nicolas Rivet. Enchanté, Nicolas. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cet écusson? Alors, je fais partie d'une association de commissaires. Ça s'appelle l'ACRCPO. On est plusieurs associations de commissaires. Mais nous, on est une association qui a à peu près 45 membres. Et ça permet aux organisateurs de trouver des commissaires rapidement et en nombre, voilà. Et puis les commissaires, ça leur permet de s'inscrire à des épreuves parce qu'on a quelqu'un qui s'occupe de la programmation de ce qui se passe, enfin de toutes les épreuves. Et du coup, en fait, ils ont qu'à demander. On voudrait, par exemple, aller à Spa et du coup, on nous inscrit. Voilà. Très bien, mais alors finalement, en fait, comment on devient commissaire? Qu'est-ce qui fait qu'on devient commissaire? Il y a des critères spécifiques? Alors, il n'y a pas de critères spécifiques. Il suffit d'être en bonne santé, hein, quand même, il y a un minimum, mais il n'y a pas d'âge minimum ou maximum. C'est nous qui le sentons, hein, si on peut passer la barrière ou pas. Voilà, il faut être un petit peu sportif. Un petit peu. Précisément, qu'est-ce que vous faites là? Par exemple, je vois qu'on a la carte derrière nous. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents postes? À quoi ça correspond? Alors, le circuit, c'est le circuit, le grand circuit que vous avez sous les yeux. Donc il y a 35 zones. Chaque zone, il y a une zone intérieure et une zone extérieure. Très bien. Voilà. Et dans chaque zone, évidemment, des commissaires. Et les commissaires qui sont à l'extérieur n'interviennent pas à l'intérieur. Donc c'est pour éviter qu'ils traversent la route, la piste, et donc se mettent en danger. Hein, voilà. Donc qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et ben ici vous avez aussi donc des Manitou un petit peu partout dispersés sur le circuit. Qui nous permet d'intervenir évidemment en cas de danger et de pépins, oui tout à fait, et d'accidents. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les pick-up. Les pick-up, il y en a quelques-uns aussi qui sont placés, vous pouvez les voir ici en jaune. Hein, qui sont placés autour du circuit, qui permettent d'intervenir en cas de feu notamment, parce que c'est eux, ils ont quand même une puissance plus importante que nous, avec un petit extincteur. Eux, ils ont carrément la batterie d'extincteur à l'arrière du pick-up. Voilà. Alors pourquoi vous êtes là? Vous avez décidé d'être là aujourd'hui, vous êtes 3, donc l'idée c'est de sensibiliser les gens, c'est de leur expliquer ce que vous faites? Exactement, on est là pour informer les gens. Et puis aussi, si des jeunes commissaires veulent s'inscrire, on est là pour les renseigner aussi, et puis leur dire, de leur dire ce qu'ils veulent savoir, c'est-à-dire combien de temps il faut pour être commissaire, de la formation, etc. Et donc, voilà. Et vous, ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, ça fait 9 ans maintenant. Et qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? La passion du circuit, la passion des voitures. Vous êtes Manceau d'origine? Manceau, oui. Ah, voilà, c'est dans le sang. C'est une religion, il n'y a rien à faire. Oui, mon grand-père travaillait déjà sur le circuit, mon père a travaillé sur le circuit et j'ai travaillé aussi sur le circuit. La transmission. Mais ils n'étaient pas commissaires, mais voilà, moi je suis commissaire. Voilà. Et pas peu fier, c'est bien, c'est super. Bon, écoutez, merci en tout cas, merci beaucoup. Génial. Et puis, j'espère bon 24 heures pour vous. Merci. L'heure est à la Dolce Vita ici à Rue Audin. Il y a de sublimes voitures italiennes évidemment. Et là, je viens de rencontrer un heureux propriétaire de cette merveilleuse Coste. Bonjour, comment ça s'appelle? Bonjour, mais cette voiture s'appelle une Coste, c'est la réplica de la Ferrari 330 P4. Monsieur Coste, qui était constructeur à Bordeaux, fait 7 millions, il a fait cette réplique à quelques centimètres près de la P4, année 67. Et vous l'avez depuis combien de temps? Moi, je l'ai depuis 25 ans, c'est lui qui l'a construit. Elle est sortie d'usine, il en a construit 3 d'usines, puis il en a vendu quelques-unes en kit. Et donc vous l'avez acheté en l'état? Je l'ai acheté neuve, ouais, tel quel. Voilà. Et on est content, vous avez l'air content. Alors, mon petit doigt m'a dit que vous l'aviez fait assurer depuis hier. Oui, voilà. Non, mais elle était assurée. Ah bon? Mais elle était mal assurée. Ah, très bien. Et la cote étant montée depuis 25 ans et je ne l'avais pas rectifiée. Il y a un moment, Pascal me dit ça suffit, il faut que tu la fasses assurer correctement parce que si elle brûle demain, j'ai juste les yeux. Que vos yeux pleurent là, ce serait embêtant. Voilà. J'adore votre look. Parce que ça va avec la voiture, c'est pas mal. Ah, très bien, bon, c'est parfait. Très italien comme ça. Et vous avez un petit accent, vous venez d'où vous? Non, moi je suis né dans la Sarthe. C'est pas vrai? À côté de la Chartres-et-le-Loir. Incroyable, mais on dirait que vous avez un accent du Sud. Non, mon père... Qu'est-ce que c'est que ce Sartois avec l'accent du Sud? Non, mais mon père était parisien et ma mère était sartoise, je sais pas ce qui se passe. Parisien, ça arrive à des gens très bien, mais Sartois, c'est mieux. Oui.
Je suis d'accord, c'est pour ça que je suis revenu. J'ai passé toute ma vie à Paris, mais je suis revenu dans la Sarthe il y a 20 ans. Maintenant, je fais du vin. C'est très bien aussi. À consommer avec modération, par contre, hein, l'alcool pour la... n'est-ce pas? Oui, mais nous, on fait du vin sans aucun produit chimique. Ça, c'est bien. Il a un nom, votre... Ouais, les vignes Langevin. Voilà, comme ça on fait un petit peu de pub. En tout cas, vous avez bon goût. Vous êtes un épicurien. La voiture, le vin, c'est bien. Quand on a vu cette voiture, on s'est dit, comme on n'a pas de maison de campagne, on investit parce qu'après, on ne pourra plus. Parce que, voilà. Bah écoutez, c'est un investissement sympathique. Hein. Je veux bien vous compter parmi mes amis. J'adore votre voiture. Oui, c'est une vraie sculpture. Hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. D'ailleurs, la P4 de chez Ferrari, elle est considérée comme l'une des plus mythiques de l'histoire de l'automobile. Il y a une qui va être vendue là, officiellement à Sombia, à Londres. Oui. Elle est estimée entre 40 et 60 millions. Oh la vache! Original, puisqu'il y en a eu que 3. Et pourquoi le numéro 20? Numéro 20 parce qu'il y en a une qui a couru au Mans avec le numéro 20. D'accord, très bien. Écoutez. Et comme je fais du vin. Oui, c'est une très bonne raison, le vin, le Mans. Merci, c'est super, merci beaucoup. Donc vous en venez, Denis Esquerra, vous étiez en dédicace. Vous en faites tous les ans au moment des 24 heures de dédicace? Tous les jours, oui, toute la semaine, etc. Oui. Alors il y a des jours où ça doit être un peu pesant, et puis des jours où ça doit être très sympa. C'est très intéressant et très fatigant, parce qu'il faut être attentif aux gamins, puisque nous on a affaire à des gamins. Et donc on rencontre des gamins assez extraordinaires. Oui, moi j'ai des souvenirs de rencontres avec des gamins aux 24 heures qui m'ont marqué, oui. Bon, d'abord, tous ces gamins étrangers qui viennent sur le circuit, je parle des étrangers parlant français tout à fait policés, tout à fait admirables, comme quoi nous sommes, nous les Français, particulièrement mauvais en langue. Ça, on le sait. Et alors là, on a vu au pesage encore, à Place de la Rèple, là j'ai encore son nom de la tête, un petit Oscar extraordinaire. 5 ans. Comme ça, disant oui, moi j'aime les voitures, je n'aime que les Jaguars, etc. Mais c'est extraordinaire. Et puis une petite fille délicieuse qui a voulu me faire la bise. Alors j'ai dit à ses parents d'ailleurs que c'était un peu inquiétant si une petite fille commençait déjà à embrasser les vieux messieurs, mais qui m'a dit vous voyez comme je me suis fait belle. Et alors la gamine savait déjà plein de choses sur les 24 heures du Mans, à 5 ans et demi. Bon, vous nous en apprendrez tout à l'heure plein de choses que vous faites découvrir aux enfants dans un premier album qui est pour les plus jeunes, hein, les 5-6 ans, c'est ça? 10 ans un peu, 6-10 ans, on va jusque-là. Hein. Et celui-là, c'est pour les plus grands. Bruno peut en parler aussi bien que moi. Bon, ça s'adresse plutôt à la famille, alors que les autres s'adressent plutôt aux gamins, effectivement. Ouais, parce que le premier tome, donc, qui est sorti en 2022, est vraiment initiatique. Oui, c'est ça. On a la semaine des 24 heures pour les gamins. Exactement, comment se passe, quel jour les essais, en quoi consiste le pesage. Voilà. En revanche, le deuxième tome, lui, traite des 100 ans d'histoire dès 24 heures, puisqu'il est sorti en 2023 à l'occasion du centenaire. Et là, voilà, on a repris vraiment la quintessence de l'histoire. On choisit dans chacune des décennies, puisqu'on fonctionne par décennie, années 20 et 30, des faits majeurs de course, ou bien des innovations techniques, ou des grandes figures du pilotage. Oui. Voilà les auteurs, en général, c'est bavard, ça a beaucoup de choses à raconter. Ensemble, quand même. Je ne sais pas si ceux qui étaient en dédicace avaient beaucoup de choses à raconter à leurs à leurs fans, mais on va les découvrir maintenant. En dédicace, cette fois-ci, aux Jacobins, je crois. La pluie n'altère en rien l'enthousiasme des spectateurs et fans des 24 heures du Mans, puisque nous sommes sur la place des Jacobins, ici au Mans, pour assister à la séance de dédicace des pilotes des 24 heures, puisqu'une douzaine, voire un peu plus, même de pilotes se sont déplacés pour rencontrer les fans et les spectateurs. Une séance bien sympathique et, comme vous le voyez sur ces images, très demandée, puisqu'il y a une longue file d'attente. Bonjour Christophe Doucet. Alors Christophe, je crois que c'est pas la première fois, ça se compte en décennies vos participations aux 24 heures? Vu mon grand âge, oui, je pense que les premières, ça devait être 1973. Donc effectivement, c'est pas tout jeune. Oui, c'était Matra, c'était à l'image d'Henri Pescarolo, la casquette que vous portez sur la tête. J'étais jeune, mais je crois me souvenir en 73, effectivement, le bruit, Matra, les voitures bleues, tout ça, je pense que c'est ça le souvenir. Bon, c'est important de venir à la séance de dédicace. Pourquoi? Parce que c'est des dédicaces qui vous manquent, ou c'est parce que c'est un moment aussi où... Oui, effectivement, il y a des dédicaces de certains pilotes qui manquent. Alors, on a été là cet après-midi à 13h, enfin 14h plutôt. Et là, c'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et du coup, effectivement, ça permet d'avoir quelques pilotes qu'on n'a pas eu cet après-midi. Du coup,
on essaie de les avoir. Christophe, en plus vous êtes un accro parce que vous parcourez, on va dire, certains circuits européens. Alors oui, effectivement, oui, j'ai fait un petit peu européen et j'ai fait un peu aux US aussi. J'ai fait Mexique, Japon, effectivement européen, j'ai fait Italie, Angleterre, Allemagne, Autriche aussi j'ai fait. Merci Christophe. Julien, Lucas, bonjour. Bonjour Bruno. Alors est-ce que vous êtes aussi cosmopolite et aussi globetrotter que Christophe? Parce que vous êtes tous copains là, je crois. Oui, on est tous copains. Non, alors du coup un peu moins de Christophe. Nous on a fait Imola cette année ensemble. L'année dernière on a fait Spa. Et puis forcément la semaine des 24 heures, évidemment. Voilà. Là on est en train de réfléchir pour faire une 3e manche cette année, peut-être Bahreïn ou alors tout début de l'année prochaine, si là ça me démange. Mais pas autant de Christophe, non. Bon, alors la séance de dédicace, c'était l'occasion de voir un pilote en particulier ou tous les pilotes qui sont là? La séance de dédicace, là ce soir, c'était l'occasion de finir, enfin de continuer un peu mon book que notre cher ami Thibaut, là, qui est dans la file, nous a fait, qu'il a fait pour lui, et donc du coup on a participé. Et voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir remplir quelques cases vides. Et comment ça se passe? Ils sont cool les pilotes? Ouais, ils sont relativement sympas parce qu'ils sont très sollicités cette semaine-là. Ouais. Franchement, ouais, ils sont vraiment cool. Les plus accessibles, c'est vraiment les Américains. Mais en général, ça se passe très très bien. Il faut les aborder gentiment. Voilà, leur demander comment ça va. L'ambiance est vraiment très fun. C'est très agréable. Merci Julien. Le 3e larron, Yann Jiquel, bonjour. Bonjour. Alors, fan de Toyota comme les copains ou non, pas forcément? Non, pas forcément. Il n'y a pas de marque vraiment qui se détache. Et là c'était l'occasion de voir un pilote aussi en particulier, donc quelqu'un que vous aimez bien? Tous les pilotes, il n'y a pas plus de préférence qu'un autre. Et vous Yann, vous êtes d'où? Du Mans. Ouais, d'accord. Donc 1 km du circuit. Donc ça veut dire que là aussi la passion chevillée au corps, comme on dit? Oui, oui. Depuis tout petit quoi. Mon père qui allait au circuit, donc forcément je le suivais et puis j'ai gardé cette passion. Bon, je ne l'aurais pas demandé, mais vous êtes peut-être du même avis. Votre favori, c'est quoi cette année? On va dire une Porsche, mais après laquelle, je ne sais pas. Ça veut dire que vous êtes mis en congé, là, vous vivez toute la semaine, demain les essais et à suivre? Oui, là, cette semaine-là, c'est la semaine sainte, donc oui, les congés, c'est primordial. Il y a une vraie communauté de fans, non? Ouais. Et puis ce qu'on se disait tout à l'heure en préambule, c'est vrai que tous ces gens, enfin certains, n'hésitent pas à se déplacer de façon très lointaine. On l'a vu tout à l'heure avec ce supporter qui est allé jusqu'au Mexique, en Chine, pour assister à des manches du WEC. C'est le championnat du monde, puisque les 24 heures font aujourd'hui partie d'un championnat. C'est la 4e manche, mais tout au long de la saison, il y aura une manche au Brésil. Et ça, c'est incroyable. Et moi, je dois dire juste j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde aussi aujourd'hui. À l'occasion de la séance de dédicace, bien évidemment, mais aussi on est passé au musée des 24 heures, il y avait beaucoup de monde, sur le circuit, bien sûr, à l'occasion de la séance de dédicace, mais d'une façon globale. Et je pense que tout cela, c'est aussi le fruit des initiatives qui sont prises bien évidemment par la CO, pour animer, mais aussi par les villages, les associations, exactement. Ouais, la mayonnaise prend, en tout cas. C'est ça, exactement. On va pouvoir libérer Bruno Palmé, qui très gentiment a accepté de participer aussi, parce qu'il est co-auteur, mais il faut se reposer pour être en forme demain, pour faire des beaux reportages pour LMTV. Exactement, on a une belle journée demain, notamment avec les essais qui débutent demain après-midi. C'est quoi les rendez-vous demain sympas? 14h, le début des essais libres, et puis voilà, ça va monter crescendo. Et demain soir, vous nous proposez quoi sur LMTV, dans le cadre de 24 heures au cœur? On rencontrera un autre Sartois qui participe à une autre course qui s'appelle la Road to Le Mans, en l'occurrence Louis Rossi, on en a parlé tout à l'heure. Et puis je pense qu'on fera peut-être un petit direct aussi pour évoquer les premiers résultats, on va dire, officiels de cette 92e édition. Dès 19h, ça marche. Merci et bonne soirée. Mon cher Bruno. Alors Denis, je vous ai demandé de me sélectionner des histoires, des choses intéressantes, alors qu'on découvre ou pas dans votre livre. Parce que les 24 heures, quand vous les avez écrites, vous avez découvert une vie foisonnante, quoi. Bien sûr, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas, plein de choses. Donc effectivement, Bruno Palmé était là pour m'aiguiller. Et puis je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison de bien insister sur le fait que ces 2 livres, ils sont coécrits. Bon, sans lui, le livre n'aurait pas été possible. Et puis je pense que sans doute j'ai permis aussi de synthétiser la somme d'informations qu'il me transmettait, puis il fallait écrire des dialogues, des phylactères, etc. Bon, alors oui, j'ai découvert en particulier que les femmes, parce qu'on parle beaucoup des femmes par les temps qui courent, donc
elles ont participé dans la course. Je crois savoir qu'il y en a eu 65, un peu plus de 60, hein, qui ont participé à la course depuis 1923. Cette année, il y en a 3, ce sont les Iron Dams. Et il n'y en a eu aucune, alors ça je ne savais pas ça, entre 1951 et 1971, puisque c'est à cette époque-là que Marie-Claude Beaumont revient aux 24 heures du Mans. Elle est la première dame à revenir aux 24 heures en 71. On était misogyne entre 50 et 70, quoi. C'est ça que ça veut dire. Alors je ne sais plus si c'est Marie-Claude Beaumont ou Annie-Charlotte Vernet qui a été aussi une pilote émérite. Interviewée par Bruno Palmé l'année dernière, dont justement. On disait que c'était une jolie femme. Elle était jolie avant d'être pilote. Et alors, vous savez, quand on est sous un casque, le sexe ne se voit plus. Je crois qu'elle formulait une phrase de ce type-là. Et alors, évidemment, il y a Odette Coville, qu'on appelait Odette Sicot, hein, et puis aussi Marguerite Mareuse, avec laquelle elle a fait équipe, donc qui ont été vraiment les premières femmes à s'imposer aux 24 heures du Mans. Et je crois savoir que Odette Sicot est la femme qui, jusqu'à ce jour, a eu le meilleur résultat aux 24 heures, puisqu'elle a terminé 4e. Très bien. 4e en 1900, je dis une bêtise, j'oublie, dans les années 30. Bon, voilà. En tout cas, c'est sur la page 1930 que vous découvrez Odette Sicot, justement, et Marguerite Vareuse. Et Odette Sicot et Marguerite Vareuse ont fait équipe, et elles ont terminé 7e en 1930, je consulte mes chiffres, après avoir fait 2164 km 700. 17 équipages étaient à l'arrivée et elles ont terminé 7e. Chapeau mesdames quand même. Merci monsieur. On continue à découvrir des choses intéressantes autour des 24 heures. Une rencontre autour de la BD avec le spécialiste de la BD que vous connaissez bien évidemment au Mans, Samuel Chauveau. C'était Bruno qui l'a rencontré à l'occasion du pesage. Le nouveau Michel Vaillant qui vient de sortir ne se passe pas comme celui de l'année dernière, La Cible, le tome 12 de la seconde saison. Certes, il ne se passe pas au Mans, mais quand même, et puis surtout, comme d'habitude maintenant depuis quelques années, eh bien, c'est de faire une version pour la librairie avec une couverture inédite, un frontispice et 16 pages d'un dossier, dont un mini-récit de 5 pages dessiné pour la librairie. Eh bien ça, comme d'habitude, ça a été le raz-de-marée, mais même bien avant, puisque l'album est sorti il y a une dizaine de jours, 1000 exemplaires uniquement, et nous sommes pratiquement à 800 exemplaires vendus en une semaine, alors que la manifestation n'a à peine débuté. Donc nous n'en aurons plus d'ailleurs pour les 24 heures, mais c'est pas grave. Et le tour de force, c'est aussi d'avoir réuni toute l'équipe. Donc les 2 dessinateurs qui bossent sur la série maintenant phare, le scénariste Denis Lapierre qui vit en Belgique, mais également Stassi, qui est le nouveau dessinateur et qui va faire justement un super album sur le papa de Michel Vaillant, Henri Vaillant. Comment tout cela s'est-il mis sur pied? Comment cet homme d'affaires a fondé l'usine Vaillant? Que faisait-il? Comment tout ça s'est mis sur pied? Et avec ce dessinateur italien, ils ont démarré ce super récit et nous avons réussi à faire venir le dessinateur italien, puisque cet album qui sortira que dans un an a été découpé en 3 tronçons un peu collector. Et là, c'est pour le second album collector que Stassi est venu au Mans. Et puis Vincent Dutreuil, celui qui dessine Le Mans Légende. Car voici maintenant 3 ans, l'équipe de Vaillant a décidé aussi de faire une série où on reviendrait dans les années 60, 70, au meilleur de la forme de Michel Vaillant, pour raconter des récits qui se déroulent dans cette période-là. Donc nous avons la Dream Team, et ça c'est quand même plutôt pas mal. Avec le recul justement, parce que vous êtes intarissable sur la question, quelles sont les années qui marchent encore, on peut dire, les 24 heures du Mans? C'est les années 60, les années 70, peu collector? Il est vrai qu'il y a eu aussi, grâce à Jean-Louis Dauger, qui a repris un peu la marque pour la faire rebondir. C'est un truc de malade aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes dans l'épicentre, parce que moi je connais plein de mes collègues partout en France qui ne vendent pas autant de Michel Vaillant que nous, mais ils disent mais comment se fait-il que vous là-bas encore, alors que le personnage avait chuté, mais il a tellement bien rebondi, et puis on est dans l'épicentre, on est vraiment ici. Alors c'est assez génial, mais c'est vrai que quand même pour nous Manceau, les albums qui ont une crête incroyable, c'est lorsque Michel Vaillant revient au Mans, c'est évident.
évident. Hein. Il y a quelque chose, Graton, Jean Graton lui-même, à chaque fois qu'il faisait un épisode, lui aussi, il aimait tellement le Mans, il aimait tellement venir, même si son Michel Vaillant ne se passait pas à chaque fois au Mans, il était présent au Mans pratiquement toutes les années. Et donc moi qui l'ai rencontré jeune libraire, ça avait été un grand moment quand même. Hein. Et c'est vrai que bon, ces albums-là, plus spécifiques, qui se déroulent au Mans, c'est cela. Après, pour le Mans Légende, on n'a pas encore assez de recul car les 2 premiers et le 3e qui n'est pas sorti ne se passera pas encore au Mans. Mais là, on va faire quelque chose de très fort car c'est le 4e qui se passera au Mans dans les années 50, 60. Je ne connais pas encore tout à fait le sujet. On en reparlera, Monsieur Palmé. Bon, Michel Vaillant, dont vous rencontrerez les auteurs probablement sur LMTV bientôt, puisqu'on les a aussi enregistrés au cours de ce pesage. Mais on a enregistré un homme qui est grec d'origine et qui a écrit, ou qui écrit plus précisément l'histoire des 24 heures en BD. Alors attendez, comment s'appelle-t-il? C'est compliqué. Il s'appelle Christian Papazoglakis. Et c'est Bruno Palmé qui l'a interviewé. Notre nouveauté cette année, c'est une rétrospective de la période 1975-1978, qui raconte donc ces années des 24 heures du Mans par la fenêtre des Art Cars de Maître Poulain. Alors on va dire que vous avez pris votre pied justement à évoquer la saga depuis 1975 des Art Cars au Mans. Oui, ça permettait surtout de sortir un petit peu du cadre, de sortir de la course stricto sensu et d'avoir... on cherche toujours à avoir des anecdotes, des aventures, des choses un petit peu différentes qui nous permettent de sortir du circuit, de la mécanique. Et donc c'était un beau sujet qui mêlait esthétique, art et vitesse. Vous, l'automobile, c'est une passion ou c'est devenu au fil des années, on va dire, un travail, peut-être les deux associés ? Oui, c'était avant tout un plaisir. J'ai toujours adoré dessiner ça m'a toujours passionné. J'ai eu la chance de pouvoir en faire un travail. Je me suis dit un jour qu'il y avait des gens qui aimaient faire un truc et qui finissaient par pouvoir en vivre et que ça valait le coup d'essayer. Donc je suis très satisfait de pouvoir vivre de ça maintenant. Je ne vais pas trahir de secret, mais je crois que vous êtes belge, que vous vivez en Belgique. Comment sont encore perçus les 24 heures du Mans, justement, au niveau du public, du grand public belge ? Alors, je pense qu'en Belgique, les gens ne se rendent pas compte de l'enthousiasme populaire que la course génère dans la région, parce que, comme partout, il y a un sentiment un peu anti-voiture qui est de plus en plus présent, surtout à Bruxelles. Et j'essaye toujours d'expliquer aux gens qu'il y a un vrai enthousiasme populaire, entre autres grâce au pesage, justement, qui permet à la population de faire partie de la fête et qui a un vrai enthousiasme. Dès qu'on rentre en ville, on voit que toutes les vitrines sont à la gloire de la course et c'est vraiment un bonheur lié à l'automobile que les gens ont perdu en Belgique comme dans beaucoup d'endroits. À l'occasion des dédicaces que vous faites justement là, pendant les 2 jours du pesage, mais aussi sur le circuit pendant toute la semaine des 24 heures pour la librairie Bulle, qu'est-ce que les gens vous demandent lors des dédicaces? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous témoignent? Alors ce qui est typique ici, c'est que les gens nous disent depuis combien de temps ils viennent. Donc là j'ai 2 personnes coup sur coup qui viennent depuis 1968 toutes les deux. Et alors il y a une sorte de petite battle à voir celui qui est venu le plus souvent. Les gens nous racontent qu'ils ont assisté à ce qu'on raconte dans les albums, puisqu'on remonte maintenant aux années 60-70. Et on voit de nouveau que c'est pas une course où les gens viennent une fois et puis n'y pensent plus, quoi. C'est vraiment quasi obsessionnel. Alors justement, est-ce que les lecteurs peuvent être une source d'inspiration pour vous? Est-ce que vous êtes arrivé de partir sur des histoires par rapport à ce qu'on a pu vous raconter à l'occasion des dédicaces ou des rencontres? Oui, c'est-à-dire que le Denis Bernard, le scénariste, essaye de
déterrer des petites anecdotes et des petites choses un petit peu vivantes, un petit peu marrantes. On essaye de mettre en scène les spectateurs aussi, parce que ça permet de transcrire l'époque, la façon dont les gens s'habillaient, la façon dont les gens vivaient, la canicule de 76, des choses comme ça qui font partie du décor, entre guillemets, de l'ambiance, de l'esprit un petit peu babacool, un peu rock'n'roll ou un peu plus années 80. On l'imagine, un ouvrage, une BD, ça se prépare au moins 1 an à l'avance. Pour 2025, on vous reverra ici aux 24 heures du Mans avec d'autres projets? Oui, tout à fait. Donc Denis Bernard, le scénariste, vient de m'envoyer la première mouture du synopsis. On va en parler la semaine prochaine au circuit, puisqu'on se voit en fait 2 fois par an, une fois au Mans, une fois à Rétromobile traditionnellement. Et moi je commencerai, si tout va bien, les dessins autour de septembre pour avoir l'album en juin l'année prochaine. Ça fait rêver, hein, malgré tout. C'est vrai qu'on aimerait avoir le talent qu'il a, ce garçon, dont on entendra bientôt parler, semble-t-il, encore autour des 24 heures et plus précisément, dans l'édition sartoise. Quand on écrit des livres sur un sujet quel qu'il soit, les 24 heures du Mans en particulier, il faut le maîtriser, le connaître. Et maintenant, c'est un puits de science, un puits de connaissance, du moins, notre ami Denis Esquerra. Même sur le Dunlop, ce qu'on appelle le Dunlop, c'est la passerelle Dunlop, hein, qui est donc sur le circuit. Qui est emblématique du circuit, oui. Racontez-nous. C'est-à-dire que la passerelle a été édifiée pour la première fois en 1923. Et savez-vous à quoi elle servait? Elle servait à passer des stands à la baraque à frites, dont elle n'était pas du tout installée là où elle est maintenant. Et puis, en 28, elle est devenue une réplique monumentale du fameux pneu Dunlop. Mais la CO a interdit toute pub sur le circuit, si bien qu'on n'a plus vu la passerelle Dunlop pendant 20 ans, et elle est réapparue en 1948. C'est-à-dire que la passerelle existait, mais il n'y avait pas la marque dessus, c'est ça? Absolument. Et quand on l'a mise en 1928, la CO a dit non. Pas de pub sur le circuit, donc plus de passerelle Dunlop jusqu'en 1948. Et alors là, on a un pont fait de métal et de bois qui se situe à ce moment-là à l'entrée de la courbe, située au bout de la ligne droite des stands. Bon. Et puis une deuxième passerelle va voir le jour en 1953. Cette passerelle au bout de la ligne droite des stands existe toujours, mais on en construit une autre. Ah bon? En 1953, à l'entrée du virage du Tertre Rouge, c'est-à-dire à l'amorce de la fameuse ligne droite des Hunaudières. Donc ça veut dire que les voitures passaient sous 2 passerelles successivement, quasiment. Oui, tout à fait. Et en 1956, elle prend sa place à l'entrée de la courbe qui va désormais porter le nom de courbe Dunlop. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la marque Dunlop fait partie intégrante véritablement du circuit. La courbe est modifiée en 2006 et en 1966, je ne sais pas si beaucoup de Sartois s'en souviennent, elle figure sur l'affiche des 24 heures. La fameuse passerelle Dunlop, elle est maintenant placée en haut de la butte. Et alors, on peut donner ses dimensions, parce que je pense que ça peut être intéressant. Elle fait 50 mètres de long, 13 mètres de haut. Elle peut supporter, dit-on, en 1978, 1350 spectateurs et résister à des vents de 200 km/h. Un dernier mot, des circuits à l'étranger ont adopté la courbe Dunlop, au Japon, je crois. Et donc, on peut dire qu'elle est véritablement devenue le symbole du sport auto et du circuit des 24 heures. Oui, mais alors, dans le dernier album que vous avez produit, il y a le concurrent qui est là, il y a Michelin. Oui, le totem Michelin, comme on l'appelle. Oui. Voilà, et qui prend sa place aussi. Le dirigeable Goodyear, effectivement. Oui, donc toutes les marques de pneus sont là. Bien, merci pour cette excellente anecdote. Mais justement, on parle en matière d'équipement, le circuit évolue considérablement, année après année. Et là, on a inauguré, il y a quelques semaines, la porte sud du circuit. Cette porte sud qui est très très jolie, mais qui contient un équipement ô combien utile, puisqu'il s'agit du PC sécurité. Dans un poste de commandement qui nous permet de piloter en temps réel nos événements
à la fois en intérieur, sur toutes les problématiques du spectateur intérieur, et puis en extérieur, et notamment sur les routes, dans les parkings et les aires d'accueil. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le centre névralgique, donc on dispose en fait de perdus un peu partout, puisqu'on a 126 caméras sur 2 grands murs d'images, sur lesquels on peut aller voir sur les ronds-points, les parkings, dans tous les endroits du site, savoir ce qui se passe, identifier une problématique et pouvoir la résoudre très rapidement, soit en projetant des forces de police, le SAMU, les pompiers, la police municipale, la gendarmerie, donc en projetant des forces de l'État ou en projetant des services de l'ACO, un service technique, un service électrique, les secouristes, pour pouvoir résoudre le problème. Avant, on avait toujours ces forces qui étaient présentes, mais on n'avait pas de quoi les piloter et les engager rapidement, puisqu'on sait qu'en matière de sauvegarde de la vie ou même de circulation, plus le problème dure, plus il va être difficile de le régler. C'est un petit peu l'idée de ce PC, c'est de pouvoir intervenir très vite pour prendre les bonnes décisions. Une porte qui commence à être trop pleine et donc on a besoin d'effectifs pour aller plus vite, un problème dans une aire d'accueil, un malaise, une bagarre ou bien simplement un défaut électrique ou un défaut de sanitaire. Puis après dans le site, des problèmes du quotidien, le spectateur qui est perdu, l'enfant, qu'on revoit l'enfant aux caméras, l'enfant isolé qui est en train de balader, on va le récupérer. Ça c'est vraiment les problématiques organisateurs. Et après on a les problématiques de l'État et notamment là c'est les circulations en extérieur, un rond-point qui commence à saturer, une route qui commence à se bloquer, un accident routier qui viendrait complètement changer la phase de notre plan d'arrivée. Par exemple là au GP Moto, le mercredi quand on avait quand même des grosses arrivées avec les jours fériés, on a eu un accident qui a fermé la 2x2 voies 43 heures. Donc il a fallu réagir, réouvrir des routes, réorienter des gens, mettre des panneaux pour pouvoir orienter. Et c'est pareil pour tous les jours en fait. Voilà, l'État c'est vraiment sur l'extérieur du site et nous sur l'intérieur. Et souvent l'État vient nous apporter son soutien à l'intérieur du site quand on a besoin. Le point culminant c'est forcément les 24 heures auto où vous avez quasiment 40 personnes entre les 3 salles qui se succèdent sur les 3-8 pour pouvoir tenir les 24 heures. Il était important pour nous d'abord de déporter ce PC pour qu'il ne soit plus en plein milieu du paddock où les accès peuvent être difficiles, mais surtout de rassembler à la fois tous ces services dans un même lieu. Aujourd'hui, ils sont sur un même étage avec des outils extrêmement sophistiqués. Il y a un processus de décision qui est beaucoup plus rapide. Puis vous savez, quand les gens sont proches les uns des autres, ils se connaissent mieux, ils travaillent mieux ensemble. Voilà, et pas loin de la porte sud, il y a une fan zone. Enfin, il y en a plusieurs fan zones. Je crois qu'il y en a 6 ou 8 sur le circuit, c'est peut-être même plus. L'une d'elles est animée par Aurélien Legendre. On est heureux de le retrouver en compagnie d'Amanda Scott. Je vous l'ai dit hier, on vous fait vivre les 24 heures de l'intérieur. On est au cœur des 24 heures. Là, nous sommes sur le circuit. Et je crois qu'on va retrouver un visage que vous connaissez tous et que vous adorez tous. Salut Aurel, ça va Amanda, ça va bien? Génial, on est content de te voir. Et moi, je suis content de retourner au Mans, évidemment, pour vivre ces 24 heures du Mans. C'est normal, en bon manceau que tu es. Voilà, il y a les rillettes et les 24 heures. Et LMTV aussi, évidemment. Donc là, on est où? Alors là, on est sur une des fan zones, ça s'appelle la fan zone concert. C'est là où ont lieu les concerts juste derrière. À partir de demain soir, il y aura la programmation. Big Flo et Oli, Louise Attaque d'abord, demain soir. Ensuite, il y a Big Flo et Oli, Offenbach et puis Simple Minds, le groupe britannique qui sera là samedi soir. C'est la méga classe. Ouais, à partir de 20h, donc il faut absolument venir. Ça va être la méga ambiance. C'est toujours un moment privilégié pour voir les artistes. Bon, le lieu est absolument extraordinaire. Il y a des hamacs, on peut se reposer, on peut profiter évidemment de la pelouse. Il manque juste le soleil pour l'instant, mais promis, il arrive. Oui, alors ça c'est moins sûr. Moi à ta place je m'avancerai pas, mais bon ça c'est son problème. C'est Monsieur Météo maintenant. Et donc il y a une super nouveauté. Ouais, il y a une super nouveauté, c'est une tyrolienne ici même du coup sur cette fan zone concert et j'avais envie de la tester avec toi cette tyrolienne. Je te déteste Aurélien Legendre. Alors Amanda, le vertige, il faut le savoir, mais t'es prête à relever le défi? Alors je suis pas sûre, je sais pas si je vais y arriver, mais ouais c'est ça. Enfin il dit ça, mais en fait il va pas sauter avec moi, donc. Si je vais le faire, on le fait tous les deux. On peut pas le faire ensemble, mais on va le faire l'un après l'autre. Peau de vache. On y va? On va voir les organisateurs. Allez, on va comment ça se passe. Bon Aurel, on est sur le site et on a évidemment Christophe. Il va te rassurer Christophe, puisque c'est l'exploitant de la tyrolienne, donc il va tout nous expliquer, nous rassurer, et puis tout va bien se passer Christophe, je pense. Évidemment. Bien sûr. Alors on est à combien de mètres déjà Christophe pour commencer? On a un départ à plus de 12 mètres. C'est pas du tout rassurant ça Christophe. Mais si, regardez. Non, au niveau de la sécurité, vous inquiétez pas, vous voyez il y a une échelle et vous êtes toujours accroché du début jusqu'à la fin. Tu seras accroché grâce à une ligne de vie et un enrouleur et après le câble de la tyrolienne. Très bien. Elle vient d'où cette tyrolienne, juste par On va la traverser, elle vient de Bourgogne.
D'un Bon, côté ça du va, Morvan. c'est pas la Chine, c'est bon. Non, pas du tout, ça a été fait dans nos Ça tient bien. ateliers. Ça tient très bien, vous inquiétez Dans pas. vos ateliers donc. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Ça s'appelle comment vos ateliers? C'est à Prism Events. Voilà, c'est. Ça paraît évident, mais les certains ne le savent pas. Bah oui, bah, c'est marqué derrière. Bon, bah excusez-moi. Ah oui, j'avais pas vu. Eh oui. Voilà, c'est nos structures, c'est ce qu'on installe, des loisirs sportifs aériens de montagne pour faire découvrir les joies des sports de montagne à tout le monde. Je crois qu'Aurélien a une petite question. Ouais, du coup, tout le monde pourra le faire pendant la durée des 24 heures? De 7 à 77 ans? De 7 à 77 ans, de 1,50 m à 77 ans. Voilà, il y a des hauteurs par rapport. Voilà, exactement par rapport aux marches et puis après par rapport à l'arrivée également pour pouvoir manipuler les mousquetons et pouvoir sortir de la. On présente une équipe de combien de personnes du coup? Et bien là, au total, on sera plus d'une dizaine parce qu'il y a des roulements, les amplitudes horaires sont assez grandes. Donc on va être plus d'une dizaine pour pouvoir faire de 9 h à minuit sur toute la période. Alors, imagine Amanda faire la tyrolienne pendant qu'il y a le concert de Simple Minds. Franchement, c'est pas le kiff. Ah bah, c'est royal parce qu'au niveau de la vue, je pense qu'on est bien à 12 mètres. Hein. On a une vue parfaite sur les concerts. Je pense que c'est l'endroit où il faut aller après 20 h. Ça sera ouvert après 20 h. Ouais, faut venir assez tôt parce qu'il risque d'y avoir du monde et à un moment on sera obligé de fermer, donc il faut venir suffisamment tôt. Mais il faut pas rester tout le concert là-haut, hein. Faut s'engager sur la tyrolienne, sinon les autres ils vont attendre. Génial. Mais le mieux c'est de venir aujourd'hui et de le tester, Amanda. En fait. Parce que là, il n'y a personne en fait, donc c'est le bon moment pour venir tester parce qu'après il va y avoir la foule. Il faut y aller, Amanda. C'est ça. Je vous déteste aussi, Christophe. Bon ben. On va nous mettre un petit baudrier, c'est ça? Alors je vais vous présenter à notre équipe, Anaé, Julien, Livio, qui vont s'occuper de vous mettre un petit harnais et le casque, et vous montrer les poulies, et puis après vous allez avoir Lisa qui va s'occuper de vous là-bas. Et Joël qui va s'occuper de vous à l'arrivée. Donc du début à la fin, vous serez encadré. Entre de bonnes mains, exactement. Je vais mourir. C'est super, merci. Eh bien allez-y, bon courage hein. Merci Christophe. Bon Amanda, comment tu te sens? C'est le bordel là. Vous montez à la corde chargée et en plus c'est optimal pour le sport. Bon, tout se passe bien, Livo, c'est la première après-midi là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la première. Ça devrait aller pour l'instant, on n'a pas grand monde. On va faire des records de passage, je pense, on est déjà à 5 pour 2 filles là. On va faire un tableau, je pense, ça pourrait être pas mal. Mais Amanda, il faut la rassurer là, Amanda. Comment on fait pour rassurer Amanda avant qu'elle grimpe là? Parce qu'elle va pas bien, il y a le cœur qui bat très fort. Non, ça va bien se passer, tout est attaché. En haut, tu peux même t'asseoir sur la tyrolienne, ça va bien se passer. Toujours en sécurité, tu vas voir. Et en haut, c'est Lisa qui va t'accrocher. Après, tu as les 2 mains sur ta poulie, ça va tout seul. Et à la fin, c'est un frein, ça te ralentit tout seul, c'est top. Ça va le faire. Ça va le faire. Non, mais il faut monter. C'est juste ça, mais une fois que je serai en haut, ça ira. Ça dure moins 20 secondes, je pense. Ça va aller vite. Franchement, c'est top. Allez, on y va. Attends, j'ai pas mon casque. Ah oui, on met le casque. Je vais mourir. Nous sommes parés pour l'aventure, Amanda. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice. On va monter. Je sais pas comment. Elle a mal fini, Dora l'exploratrice quand même. C'est ça le problème. Bon, on y va. Il y a Anaï qui nous attend. Oui, on y tu va. passes d'abord ou je passe après? Oui, j'y vais. Allez. C'est ça. Allez, salut Amanda. Content de t'avoir connue, Amanda. C'était bien l'infiltré avec Amanda, mais voilà, c'est fini. Alors Aurélien, heureux? Franchement là, je faisais le gars, tu sais, costaud, solide, mais ça fait peur hein. Non mais par contre, la vue est impressionnante sur le circuit, c'est assez dingue, donc faut le refaire plusieurs fois pour vraiment bien voir le circuit, mais là c'est une vue que personne n'a jamais vue, donc c'est génial quoi. Et toi alors? Ah ben moi franchement je suis contente, j'ai vaincu ma peur, j'ai le vertige, je l'ai fait, donc si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire, et c'est vrai que la vue est absolument extraordinaire, et en plus ça va pas très vite, donc finalement une fois que vous êtes dans l'air, c'est tout doux. Bah, je suis fier de toi en tout cas Amanda, et je suis sûr que les téléspectateurs aussi. Tu reviendras me voir pour faire d'autres animations comme ça? J'en peux plus de ce mec, non, je suis contente de te retrouver tellement. Donc oui, je vais revenir tous les jours au circuit pour te voir. Il y a un truc qui s'appelle le bip air, alors j'ai pas trop compris ce que c'est encore, et par contre faut se jeter un peu d'une certaine hauteur, voilà. Donc... J'ai peur, la semaine va être... Merci Aurel. Est-ce que Pascal Brulon peut venir tester du coup la tyrolienne? C'est ça, Pascal Brulon, mon patron, je le mets au défi de venir tester la tyrolienne. Ouais, on le veut. Voilà. D'accord Pascal? Ça c'est le défi de la semaine. Bisous.
J'ai pas de billet pour aller aux 24 heures, alors je suis désolé, je vais pas pouvoir tester, c'est vraiment dommage. Bon, allez, je vous propose de retourner en bord de piste, mais cette fois-ci avec des spécialistes du circuit, qui le connaissent plus que bien. Il s'agit de Bruno Van Ostick et Hervé Guyomard. Ils nous racontent l'histoire d'une partie du circuit qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Derrière nous, la rue de Lénier. Et là, l'épingle de Pontlieu. Il faut s'en souvenir, aux toutes premières éditions des 24 heures du Mans, les voitures passaient par là. Hervé Guyomard, 1923, première édition des 24 heures du Mans, le premier circuit développait 17 km 262. Aujourd'hui, un tour de circuit, c'est 13 km 626. Et effectivement, après la fameuse ligne droite des stands, on empruntait le chemin de Lénier, aujourd'hui on parle de la rue de Lénier, jusqu'à venir ici à l'Épingle. On parlait du plateau du Ronceret. Les voitures descendaient par le plateau du Ronceret. Effectivement, c'est une pente relativement douce mais longue, et donc elles arrivaient ici avec une vitesse élevée. Enfin, élevé pour l'époque. Hein. Ouais, 1920, c'était 1923, c'était peut-être 130, 140 km/h. Quand même. Jusqu'à 1927, donc on était là à 160 km/h. Ah, quand même. Donc un gros freinage, parce qu'on imagine quand même, c'est plutôt les pilotes qui assistent à la direction au lieu de disposer d'une direction assistée. Il fallait quand même être gros bras, parce que quand on regarde bien la forme du bâtiment derrière nous, c'était vraiment une épingle au sens premier du terme, au sens serré du terme là. Et certaines voitures n'avaient pas de frein sur l'avant. Ouais. Donc c'était je pense que c'était un moment compliqué. D'ailleurs, c'était la difficulté du circuit à l'époque. Alors, j'ai ramené une photo d'archive, moi je la trouve exceptionnelle. Regardez bien, cette image-là, c'est une photo qui présente justement la Chénard et Walker. Elle passe là, le virage qui est derrière nous. Alors, ce que je trouve génial, Hervé Guyomard, quand on prend le temps de bien détailler l'état de la route, parce qu'on va le rappeler, hein, au début des 24 heures du Mans, on ne sait pas goudronné. Regardez bien, la Chénard et Walker, elle passe comme toutes les autres voitures. Voilà, là, il y a un dallage au sol, un petit peu comme si on avait mis quelque part des pierres ou des briques, Hervé. Hein. Des briques qui sont faites dans une petite briqueterie qui est à Lénier-en-Belin. Ouais. Et ce sont les mêmes briques qu'on va retrouver dans le virage dit d'Indianapolis plus tard. Alors vous imaginez un peu, il y a en fait finalement la trajectoire, une trajectoire unique, la place que pour une voiture. Et si on sortait un tout petit peu de ce dallage, on était carrément dans une route gravier, gravillonnée, même pas goudronnée, quoi. À peine, c'était tout à fait instable. Hein. Je trouve ça absolument génial, un document comme ça. Et la protection du public qui est fait quand même par ce qu'on appelle maintenant des ganivelles en planche, hein, mais ils étaient vraiment d'une proximité par rapport aux pilotes qui étaient quoi, de l'ordre de 2 mètres, c'était extraordinaire. Donc les maisons qui sont là ont vu les premières éditions des 24 heures du Mans. Mais en effet, avec Guyomard, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après 1928, parce que la ville du Mans, dans ces années 20 au siècle dernier, elle grandit, tout simplement, et ça ne devenait pas réellement compatible de faire passer les voitures en course avec ces constructions de maisons et bien sûr le public. C'était 2 rangées de maisons et l'urbanisation était galopante. Et déjà, les riverains ici se plaignent des encombrements de voitures au moment des 24 heures, ce qui a obligé à pousser effectivement le circuit vers le sud. On va traverser, on va bien regarder autour de nous. Allez, là, allons-y, on peut. Hervé, et toutes et tous, ce qu'il faut que vous sachiez, ça fait partie, vous savez, des cartes postales du circuit, la fameuse passerelle d'un lope. Mais Hervé, les photos d'archives montrent qu'une toute première passerelle en bois, alors sur lequel quelqu'un a peut-être posé par hasard, on ne sait finalement pas, une banderole d'un lope, elle était posée là à la sortie de ce virage. Elle était à 50 mètres à la sortie du virage et il y a un siècle. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les Hunaudières que l'on connaît aujourd'hui avec le fameux virage du Tertre Rouge, avant les Hunaudières qui sont là, ça commençait ici. C'est absolument génial de se dire qu'avant les Hunaudières, ça commençait là. Et ce café, Hervé Guyomard, il fait partie du décor depuis toujours finalement. Ah oui, c'est un repère fabuleux par rapport à cette époque-là. Et je pense qu'il y a une certaine partie des maisons qui sont là, les petites maisons basses qui étaient typiques du Mans, elles existent depuis effectivement avant les 24 heures. Donc vous imaginez un peu, pour le public qui est là, avec aussi les premiers marquages publicitaires sur les maisons, vous voyez aussi les premiers éclairages qui sont là, voilà les réverbères complètement arrivés ici, passer ce virage et ensuite, voilà, accélérateur pied dedans.
entamé les unes d'hier. La prochaine étape, quelque part, sera le virage de Mulsanne. Allez, globalement, on en est ici à 7 km. Donc 7 km pour ces moteurs des années 20 au siècle dernier qui, allez, comme ça, effectivement, en ronron continu. Et cette voiture-là, ouais, c'est la Chenard et Walker qui a en effet ouvert le palmarès des 24 heures du Mans en 1923. Voilà, sur les traces de l'histoire. Passer ici ne peut pas nous laisser insensibles. Ici, c'est l'épingle de Pontlieu, empruntée par les concurrents des 24 heures du Mans de 1923 à 1928. L'épingle de Pontlieu qui avait été épinglée justement par les auteurs, évidemment, de la fabuleuse histoire des 24 heures du Mans. Ces 24 heures du Mans qui, on l'a vu, ont évolué considérablement d'un point de vue technique. Absolument, oui. Et alors, le revêtement notamment. Alors, oui, ce qu'on ne sait peut-être pas, ou ce qu'on a peut-être oublié, c'est que jusqu'en 1922, le futur circuit des 24 heures du Mans n'est qu'un ensemble de routes en terre battue. Hein, donc, c'est un revêtement, alors j'ai trouvé le nom exact, je ne le savais pas, un revêtement dit vialité qui est posé sur la ligne droite des Hunaudières. Donc, alors on mélange les éclats calcaires. Bruno en parlait précisément de ce revêtement. Donc on mélange les éclats calcaires à une émulsion goudron-bitume et aussi à des gravillons goudronnés. Et dès 1926, l'ensemble du circuit va être revêtu de ce revêtement, et c'est une technique qui est, comme le dit Lasseau fort bien dans son site, sur son site, c'est une technique qui sera à l'origine de la résistance des routes modernes. Ah ben voilà. Merci, mon cher Denis, de nous avoir donné comme ça quelques anecdotes tout à fait sympathiques sur cette fabuleuse histoire des 24 heures du Mans. Je rappelle que vous avez à la gagner en ce moment d'ailleurs sur LMTV tous les soirs, mais surtout vous pouvez faire dédicacer. On est à tous les endroits, tous les jours sur circuit. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose d'écouter maintenant un autre conteur très, très sympathique qui s'appelle Alain Moreau et il nous parle des Hawaïennes tropiques. Seconde photo souvenir. Ah, celle-là, ça va changer un petit peu des voitures. Hein, parce qu'au départ des 24 heures, tout le monde le sait, il y a des belles filles. Et à l'époque, il y avait les Hawaïennes tropiques, alors qui défilaient tout simplement en maillot de bain hein, et qui avaient le succès que tout le monde peut imaginer. Première année, en 1999, au moment où je veux les photographier, il y a deux commissaires de l'ACO qui arrivent, tous de blanc vêtus, et qui me disent « Ah bah attends, on va se mettre avec elle ». Ben, je dis d'accord, ça va faire une photo très drôle, très amusante. Et donc je photographie mes deux commissaires au milieu des Hawaïennes tropiques. Sauf que quelque chose s'est passé qui n'était pas prévu, parce que la photo a bien plu, elle est parue à plusieurs endroits, dans des revues, sur un poster aussi qui a été largement diffusé. Et du coup, l'année d'après, quand j'ai revu mes commissaires, ils m'ont dit « Mon vieux, on n'est pas prêt de refaire ça. » Parce que l'ACO nous a passé un savon, en nous disant « Mais dites donc, c'est pas votre rôle de vous amuser avec les belles filles qui sont là. » Il s'était fait passer un savon par l'ACO, tout simplement. Hein. Alors, avec les Hawaïennes tropiques, j'ai une autre anecdote de 2001. Alors, 2001, pour ceux qui s'en souviennent, il faisait au départ un temps, on va dire, très froid, et il pleuvait par intermittence. Et donc, vous savez, c'est l'avant-course. Hein. Mes Hawaïennes tropiques, elles sont évidemment en maillot de bain, hein, et elles sont frigorifiées. Et il vient un moment où les deux qui étaient devant moi, pour réussir à reprendre un peu de chaleur, elles s'accroupissent, et puis elles attendent un moment comme ça, puis après elles se relèvent et puis elles repartent. Et donc j'ai fait la photo en m'accroupissant moi-même au moment où elles étaient là, protégées de la pluie par leur parasol. J'ai trouvé la photo assez amusante et assez sexy pour tout dire, quoi.
Pour terminer ce 24 heures au cœur, on va vous proposer une série de rencontres autour des vieilles voitures. D'abord, le musée et la présentation de l'Expo Alpine par le grand spécialiste qui est Fabrice Bourrigaud, directeur du patrimoine et de la culture à l'ACO. Ensuite, un jour, une voiture à découvrir. Il s'agira d'une Peugeot 172 des années 20. Et puis enfin, un jour, une moto avec Jean-François Briand qui vous présentera une Lamy, je crois. Enfin, vous le découvrirez avec nous. On va remercier Denis Esquerra, qui devient petit à petit spécialiste des sports mécaniques. Avant de prendre le volant, peut-être un jour. Vous en étiez moins important au départ, on peut imaginer. Merci beaucoup d'être venu nous présenter. Merci Pascal de m'avoir accueilli. Voilà. Et puis, à très bientôt sur LMTV. Allez, c'est parti. On va découvrir Alpine maintenant. L'Expo Alpine, c'est notre grande exposition temporaire de l'été qui couvre les 24 heures du Mans et qui va raconter l'histoire d'une des plus belles marques sportives françaises. D'ailleurs, l'exposition s'appelle Alpine Esprit Tricolore parce que lorsqu'Alpine va venir lutter sur les circuits, en particulier aux 24 heures du Mans, eh bien, il va se passer une espèce de communion avec le public français. Il y a un comportement qui est très proche de l'équipe de France de foot. On est supporter d'Alpine. C'est quelque chose qui est très marqué. Et ça va marcher, je dirais, globalement dans les 3 vies que la marque va avoir aux 24 heures du Mans dans les années 60, en association avec Renault dans les années 70, et puis avec le retour dans les années 2010 et ce projet qui amène à l'hypercar. Cette exposition, c'est d'abord l'histoire d'un homme, celle de Jean Rédélé. C'est lui qui a imaginé cette marque qui porte le nom d'Alpine en hommage aux Alpes, où d'ailleurs il avait couru plusieurs courses et ça lui plaisait bien de faire cette référence. Il faut d'abord savoir que son histoire, c'est une histoire de pilote. Il a été pilote d'ailleurs 2 fois aux 24 heures du Mans, en 1952 et en 53. En 52, il est pilote officiel Renault. Il court sur les petites 4 chevaux qui ont fait les 24 heures du Mans. Et puis en 53, il passe sur une mécanique Renault, toujours une base de 4 chevaux, mais qui est un petit prototype. Et c'est sa 2e participation de pilote. On voit bien les années 50 aux 24 heures du Mans, la domination, c'est Ferrari, c'est Jaguar, c'est Mercedes. Les marques françaises disparaissent un peu. Et le projet de Rédélé, ça va être de recréer une marque automobile à tempérament sportif, la mettre en compétition, et donc les 24 heures du Mans, c'est le pinacle. Donc il crée cette marque, et en 1963, on voit arriver pour la première fois des Alpines, des M63 aux 24 heures du Mans. Et de 63 à 69, eh bien Rédélé va faire progresser, créer de nouveaux modèles, à défaut de gagner le classement général, va remporter des succès, des victoires de classe, des victoires d'indice, qui font la fierté de ce public français qui la suit en mode très supporter. L'exposition est composée de 11 voitures, 11 prêteurs. Premier temps, la première vie d'Alpine, les années 60, avec les modèles vraiment imaginés par Alpine et Jean Rédélé. Une deuxième époque qui est l'association plus marquée avec Renault, 75 retour sur la grille de départ, et puis le fameux duel avec Porsche, c'est là les Renault Alpine plutôt. Et puis la troisième vie, c'est lorsque Renault remet au goût du jour la marque Alpine et sort ce que j'appellerais une nouvelle berlinette, et bien une idée qui est celle de ramener aussi la marque sur les circuits avec Philippe Sino et Signatec pour aller jusqu'au projet Hypercar qu'on découvre aussi dans l'exposition. Je suis avec Christian et sa belle voiture, c'est quoi? Une Peugeot 172 des années 20, entre 23 et 25. Ah, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien la date, oui. Ah, il n'y a pas d'acte de naissance? La carte grise, elle est... Non, c'est un véhicule qui a connu une période de guerre, avec des papiers garés et tout, donc... Et vous l'avez récupéré comment? Par connaissance, dans un état lamentable. Elle a eu plusieurs propriétaires? Non, un seul. Ah bon? Oui, il y a encore son nom dedans. Ah bon, il s'appelait comment? On va regarder tout à l'heure. L'Oiseau, Monsieur L'Oiseau. Bon, alors les caractéristiques de cette voiture, c'est quoi? Caractéristiques techniques? Il n'y a pas de différentiel. C'est deux roues motrices. C'est un tout petit moteur de 600 cm3, 3 vitesses, 40 km/h à fond, pas plus.
Vous êtes sûr de ne pas faire d'excès. Je vois qu'il y a encore la manivelle dessus, là, Oui. vous l'utilisez. Elle démarre la manivelle? Elle démarre qu'à la manivelle parce qu'en option, à l'époque, il y avait le démarreur, mais je ne l'ai pas. D'accord. Donc il faudrait le récupérer éventuellement. Vous n'êtes pas assez riche? Peut-être. Ça doit être ça. Bon. Donc madame se promène avec vous? Oui. Et alors c'est un véhicule qui peut contenir combien de personnes? Oh, 4 personnes, mais surtout 2 adultes et des enfants. Ouais. Parce que pour monter dedans, c'est pas évident, quoi. Il faut être raisonnable. Voilà. Bon, une capote. Vous décapotez de temps en temps ou pas? Oui, au beau temps, oui. Quand il y a du soleil. C'est ce qu'on attend. Évidemment, ce matin il fait beau en même temps, hein, mais c'est compliqué j'imagine. Non, ça s'enlève tout seul. D'accord. Bon, c'est une voiture qui a été construite, vous le savez, en série ou pas? Un petit peu, il n'y en a pas eu tellement. Non. Mais un peu en série. C'est l'ancêtre de ça, c'est la quadrillette qu'on appelait. Ah avec oui. des roues et rayons. Très bien. C'est la même famille. Petite voiture, un peu sympathique. Voilà. Alors comme vous le voyez, l'intérieur a été refait bien sûr. Tout a été refait nickel à l'identique. Alors il n'y a pas de compteur de vitesse. Hein. Oui. Il n'y a pas de compteur Non, de vitesse. pas de compteur. Il n'y a rien. Rien du tout, c'est juste simplicité. Donc c'est au nez, à l'odeur, etc. que vous sentez si ça fonctionne bien ou pas. Et les oreilles. Ouais. Et vous avez de bonnes oreilles alors. C'est vous qui l'entretenez vous-même? Oui, je les resterai moi-même. Toutes. Ouais, ça demande quelques heures. Oui, quelques années. Dans quel état vous l'avez récupérée? Dans un état lamentable. C'était pourri. Elle était rouillée? Non, au niveau des tôles, ça allait, c'est le bois. Toute l'ossature bois était pourrie. Morte. Marrant les jantes pleines. Oui, c'est vraies jantes. Ah oui? Oui. Avec des pneus de dimension de moto, c'est les mêmes. Et vous n'avez pas de problème pour les retrouver, les pneus? Non, pas du tout. Non. Vous avez d'autres voitures? Oui. Comme tous les collectionneurs. C'est quoi les autres? Une Jeep, une Simca Fiat, une 4 chevaux, une B14, comme celle-là. Là. Eh ben alors, le reste recette petit à petit. Bon voyage. Merci. Et merci beaucoup. C'est une moto belge, donc un petit constructeur belge qui existait comme beaucoup de marques avant les années, dans les années 30-40. Celle-là, c'est une entreprise qui a commencé en 30 ou 28-29, mais qui a arrêté en 40, quoi. Et ma moto, c'est un modèle qui est équipé d'un moteur anglais, Rodge, qui est connu parce qu'à l'époque, les petits fabricants fabriquaient des motos, mais montaient le moteur que voulait le client. Et donc, ils apportaient plus de soins peut-être au montage. Ils voulaient faire des motos personnalisées. Il y en a eu beaucoup en France aussi, comme ça, des petits constructeurs. Et donc, la mienne, elle a un moteur Rodge, qui est un moteur, disons, de grande classe à l'époque, puisque c'est un 500 cm3, monocylindre, mais 4 soupapes. Parce que Rodge a fabriqué des motos, il fabriquait des vélos au départ, etc. Mais a fabriqué des motos avec des moteurs, et ils vendaient les moteurs à d'autres constructeurs, un certain type de moteur. Et donc cette moto-là, moi je l'ai trouvée, j'étais lycéen encore, ou ouais peut-être, en 71. Elle a été, moi je suis rennais, elle appartenait à un voisin, mais qui l'avait, dont le père avait cette moto, et il l'avait il avait commencé à la démonter, il l'avait mise de côté dans un jardin, qui était dans le tracé de la rocade de Rennes qui devait se faire, quoi. Donc il fallait qu'il débarrasse son jardin, quoi. Et donc elle était, d'ailleurs j'ai fait une photo, vous pouvez voir, elle était complètement démontée, tout abîmée, il y avait des choses de cassées, démontée en plusieurs morceaux, il y avait un sidecar, et moi je l'ai récupérée telle quelle. L'avantage c'est que Rodge, il y a un grand club Rodge aussi qui fabrique des pièces, on retrouve des pièces pour le moteur, et puis il y a un club en Belgique qui s'occupe entre autres de Lady. Il n'y a pas un club Lady particulier, mais on retrouve des renseignements, ne serait-ce que la couleur. C'est quelqu'un du club qui m'a donné la couleur, parce que c'est sa couleur d'origine, enfin disons la teinte d'origine, la terre européenne bien sûr. Et puis il y a un sidecar mais qui était cassé, donc j'étais allé en Belgique pour trouver le modèle du sidecar, pour le recopier de façon à le refabriquer. Ils sont tous plus passionnants les uns que les autres. Au musée, un jour une voiture, un jour une moto. Vous les retrouverez demain, après-demain. Et pendant le week-end, on vous en offrira plein à découvrir comme ça. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième 24 heures au cœur. Merci à toute l'équipe technique, aux animateurs, aux journalistes, nombreux qui ont participé. Bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous demain à 19 h.